Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. C'est une photographie précise de la Haute-Savoie que nous allons réaliser ensemble au cours de cette émission. Ses forces, ses fragilités, ses défis. Éric Renevier, journaliste à Éco-Savoie-Mont-Blanc, m'accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Fanette, bonjour à tous. Alors chaque année, l'Observatoire départemental entend apporter un éclairage précis sur l'évolution de notre territoire au Savoyard. Démographie, logement, mobilité, économie, occupation des sols ou encore environnement, les enjeux sont nombreux. Oui, les enjeux sont nombreux et on a souvent coutume de dire, Fanette, que la Haute-Savoie est un département privilégié, très dynamique. On va voir avec cet observatoire que c'est globalement vrai. Mais l'observatoire ne sert pas seulement à mettre en valeur les atouts de ce territoire, il sert aussi à bien identifier ses fragilités et aussi à mettre en valeur ses particularités. Et puisqu'on parle de particularités, on peut le souligner, l'observatoire est en lui-même une particularité parce que très peu d'outils, très peu de départements ont un outil de ce type pour aider à la décision. Alors, nous sommes ensemble pour près d'1h15 d'émission. Nous reviendrons d'abord sur cet outil justement assez atypique qu'est l'Observatoire avec Christian Hesson, vice-président en charge de l'économie, Vincent Maillan-Rosset et Vincent César, tous les deux aux manettes de l'Observatoire. Ils nous présenteront les principaux indicateurs de cette année 2020 et en deuxième partie, nous accueillerons 4 grands témoins sur le plateau pour revenir sur cette année si particulière de crise économique, sanitaire et sociale. Oui, et on va commencer avec vous, Christian Hesson, vice-président du Conseil départemental à l'économie, aux solidarités du territoire et à l'aménagement. On l'a dit, très peu de départements ont un outil d'aide à la décision comme l'Observatoire départemental. Vous, en Haute-Savoie, vous vous êtes doté d'un tel outil il y a plus d'un quart de siècle, en 1994. Expliquez-nous un peu pourquoi et à quoi sert cet observatoire exactement. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous l'avez parfaitement relevé. Nous sommes un des seuls départements, en tout cas conseils départementaux, à nous être engagés depuis très longtemps déjà sur cette opération de rassemblement de données et d'analyse. 1994, 26 ans. 26 ans déjà que cet observatoire existe. C'est un observatoire qui a évolué dans le temps, effectivement, depuis sa création. Aujourd'hui, il compte 300 indicateurs très spécifiques et très particuliers, choisis. 80 fournisseurs de données pour dire qu'on va chercher très largement l'ensemble des informations qui nous sont utiles. Données socio-économiques, démographiques, vous le verrez tout à l'heure. On a un spectre et un balayage très large de notre territoire. C'est un outil qui a été conçu, créé, qui est financé par le département. Tout d'abord pour mesurer les choses, pour agir en finale, analyser au milieu, on mesure, on analyse, et on détermine ensuite nos actions collectives et individuelles à partir de l'ensemble de ces données. C'est un outil également extrêmement intéressant parce qu'on est aujourd'hui, on le verra aussi sur ce deuxième plateau, dans l'urgence de l'action. Et aujourd'hui, l'Observatoire, c'est un peu l'inverse. C'est le temps long, c'est l'observation sur des longueurs de vie de notre territoire pour avoir des actions parfois à court terme, mais surtout à long terme, pour se projeter dans un avenir de ce que pourrait être notre territoire à 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ce sont les tendances lourdes et longues, et ça, c'est extrêmement intéressant pour tous les acteurs locaux. C'est pour cela que le département s'est engagé dans cette organisation. Et comment nous redonnons l'ensemble de ces informations de manière différente ? Aujourd'hui est une journée un peu particulière pour l'Observatoire. C'est une forme atypique. C'est la première fois, effectivement, dans le cadre de la crise du Covid, que nous passons sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. On vous remercie de cet accueil. Ça sera peut-être d'ailleurs quelque chose que nous réfléchirons d'une manière un peu permanente pour l'avenir, mais nous avions d'autres formes effectivement de présentation. D'abord une présentation annuelle avec l'ensemble des acteurs économiques locaux, des acteurs territoriaux locaux, des institutions, des collectivités, dans une grande séance de présentation très longue de nos indicateurs qui se faisait au conseil départemental. Nous avons aussi des extractions qui sont nombreuses et importantes pour les territoires. Nous élaborons des portraits de territoire sur un rayon d'action assez spécifique, de bassin de vie, de syndicats, de SCOT. Et là, nous avons eu 3500 extractions de portraits de territoire, pour vous dire l'intérêt que portent les acteurs locaux à l'organisation des données que l'on donne. Et puis des extractions qui peuvent être faites au besoin sur des thématiques particulières. Là, ce sont environ 400 extractions par an. Donc vous voyez que c'est un observatoire qui n'est pas immobile et qui n'est pas fait pour une présentation annuelle, mais qui vit tout au long de cette année. On a allié ces dernières années des indicateurs beaucoup plus économiques, on en parlera tout à l'heure, sur des pôles d'excellence économique particuliers de notre département. Voilà en un mot l'organisation, d'où nous venons et où nous essayons un petit peu d'aller.
Christian Hesson a commencé à en parler, 300 indicateurs, 80 fournisseurs, ce n'est pas uniquement un observatoire départemental, c'est un outil beaucoup plus riche avec beaucoup de partenaires qui y participent. On a évoqué la nouveauté de cette présentation, mais il y a aussi des nouveautés de contenu cette année dans l'observatoire. Vincent Maillan-Rosset, pouvez-nous nous parler un peu de ces nouveautés sur l'Observatoire 2020. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de nouveautés, comme l'a pu souligner Christian Hesson. En fait, cette année 2020 va se voir apparaître deux nouveautés particulières. La consolidation de deux observatoires sur des filières emblématiques du département de la Haute-Savoie, à savoir celle de l'image, une enquête que nous menons en partenariat étroit avec Citia, et puis pareil, l'observatoire de la filière outdoor que nous menons en partenariat avec OSV. D'autre part, j'ajouterais que dans les prochaines semaines, on pourra voir sur le site du département une mise à disposition de cette donnée avec une plateforme qui permettra en fait de générer, de personnaliser des rapports statistiques ou de la cartographie personnalisée. Vincent César, peut-être deux mots sur comment ça se passe concrètement. 300 indicateurs, 80 fournisseurs, vous travaillez dessus toute l'année. Oui, c'est un travail qui occupe toute l'année. C'est plus d'une personne qui travaille dessus à temps plein toute l'année. Il y a 4 mots-clés en fait qui sont utiles pour mettre en place cet outil. C'est déjà, M. Hesson l'avait dit, c'est du long terme. On travaille sur des analyses de long terme. On a l'avantage d'avoir un observatoire qui s'est mis en place il y a déjà un quart de siècle. Donc ça nous permet d'avoir une certaine antériorité sur les données et d'avoir beaucoup d'éléments mis en perspective sur le temps long. Le deuxième mot-clé, c'est le partenariat. Vous en avez parlé, effectivement. On a un grand nombre de fournisseurs de données. C'est les chambres consulaires, les services de l'État, l'INSEE, les collectivités locales aussi, qu'on interroge par le biais d'enquêtes. C'est aussi des analyses qui sont faites de façon transversale. Il ne s'agit pas de cloisonner nos analyses, mais vraiment d'avoir une vision le plus transversale possible des tendances pour être au plus proche de la réalité des territoires. Et enfin, on récupère énormément de données qui sont à l'échelle communale. Donc, on est en mesure de travailler sur des périmètres qui sont très fins et qui permettent de répondre à la majorité des besoins. Donc, ça nous permet d'avoir des réponses qui se font à la fois sous forme de cartes, de graphiques, de portraits, d'analyses, de présentations. Donc, on a vraiment un panel extrêmement large de possibilités avec cet outil. Et je rappelle que toutes ces données que nous vous donnons en plateau, ces éléments, vous sont déjà disponibles en ligne sur le site du département hautesavoie.fr/observatoire. On va vous faire apparaître régulièrement cette adresse au cours de cette émission. Pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer avec les premiers indicateurs, ceux de la démographie, une démographie qui se poursuit toujours avec un rythme exceptionnel. On regarde un reportage. C'est tout simplement l'une des croissances les plus rapides du pays. Avec 830 000 habitants, la Haute-Savoie compte 100 000 habitants de plus qu'il y a 11 ans. Une croissance démographique fulgurante qui dure. Plus 30% d'habitants depuis 1999, c'est bien plus que le reste de la France et c'est 11%. Bien que les nouveaux Savoyards restent nombreux chaque année, 7 175 en 2018, la tendance est au ralenti. En 2012 et 2013, ils étaient plus de 13 000. C'est tout de même l'équivalent d'une ville comme Évian qui chaque année pose ses valises en Haute-Savoie. Ces installations se font principalement dans le Genevois, le Bas-Chablais et le nord de la région annécienne, contrairement aux zones de montagne. Deux exemples de soldes migratoires significatifs. Plus 3,8% par an depuis 10 ans à Nédin, juste à la frontière genevoise. Moins 2,5% à Megève. Un temps attractif, l'Albanais et les Aravis voient leur population stagner depuis 3 ans. Un gros quart des nouveaux venus arrivent des départements voisins, la Savoie, le Rhône, l'Isère et l'Ain, 10% de l'Île-de-France, près de 10% des Hauts-de-France et du Grand Est réunis. Enfin, un quart vient de l'étranger. En termes d'âge, les 20-29 ans sont les plus nombreux à bouger, que ce soit pour venir s'installer en Haute-Savoie ou pour en partir. Mais au fil des ans, la population vieillit. L'âge médian est dorénavant de 38 ans et demi. Et la part des jeunes a plongé en 10 ans. Il représentait 1 habitant sur 4 il y a 10 ans. C'est maintenant moins d'1 sur 5. Une population qui grandit fortement, un peu moins fortement qu'avant, mais toujours très fortement. Une population qui vieillit aussi, Christian Hesson. Comment les élus du département utilisent-ils ces données pour ajuster les politiques départementales ? Et elles sont nombreuses, effectivement, les tenants et les aboutissants de cette analyse. Vous l'avez effectivement rappelé. Le solde est en gros de 10 000 habitants par an, mais le solde
c'est-à-dire ça compte effectivement les arrivées, les départs, les décès, les naissances. 140 000 habitants en 11 ans sont arrivés sur notre département. C'est énorme. On l'a rappelé dans la vidéo. 30% d'augmentation et de croissance de notre démographie, c'est 11% au niveau national. C'est extrêmement important et ça entraîne effectivement, nous le verrons, dans les domaines d'aménagement du territoire, de déplacement, de transport, des choses extrêmement importantes. Vous le disiez, tout ça est analysé et les répercussions sont nombreuses en termes, je le disais, de transport, de déplacement, d'environnement. Nous reviendrons sur une thématique particulière. La jeunesse, oui, le département vieillit un peu, mais reste encore très jeune et très active. 25% de la population a effectivement moins de 20 ans. Et je voudrais vous donner un chiffre effectivement caractéristique. Nous ouvrons plus de 30 classes par an en maternelle et en primaire, ce qui est un signe effectivement de vitalité et de jeunesse maintenue effectivement, même si la tendance, et là si nous regardons un peu plus loin, la tendance est en train de se consolider et le département vieillit un peu. Alors une croissance démographique, mais pas seulement, cette croissance s'appuie sur différents secteurs, des moteurs de la croissance qui sont assez divers et variés. Et oui, forcément, pour qu'il y ait une telle croissance, il ne peut pas y avoir qu'un seul facteur. Il y a des facteurs qui sont nombreux, qui sont multiples. On met souvent en avant le cadre de vie, bien sûr. On met souvent en avant la proximité de la Suisse et son attractivité. Est-ce que c'est seulement un cliché ou est-ce qu'il y a un fond de vérité à ce cliché, à cette légende, si j'ose dire? Vincent Maillan-Rossès. Alors, effectivement, ce n'est pas qu'un cliché, et j'en veux pour preuve le graphique que vous avez sous les yeux. Vous avez ici l'évolution du nombre d'actifs qui travaillent en Suisse. Depuis 17 ans, le nombre de frontaliers a été multiplié par 2,4 en Haute-Savoie, ce qui est quand même assez considérable. Pour le seul canton de Genève, on compte 97 000 Hauts-Savoyards qui travaillent sur le canton de Genève, sans compter les fonctionnaires internationaux. Donc on a une vraie dynamique qui mûrit dans le temps, depuis plus de 20 ans, ça c'est une évidence, et qui conditionne largement la physionomie de la Savoie telle qu'on la connaît actuellement. Et j'en veux pour preuve aussi cette proximité avec Genève, elle induit une transformation du paysage de la Haute-Savoie. Cette carte, elle est assez emblématique puisqu'elle montre à quel point en fait la mobilité est de plus en plus prégnante dans notre département. D'une façon générale, on se déplace de plus en plus pour gagner son travail, entre son domicile et son travail. Mais plus on se rapproche de la frontière et plus on va travailler de l'autre côté de la Suisse, et plus ces déplacements sont importants. Et donc, c'est un élément qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et donc, on n'est pas dans le cliché s'agissant de la proximité de la Haute-Savoie avec Genève. Donc quand on parle de la dynamique de la Haute-Savoie, est-ce qu'on pourrait plutôt parler de la dynamique de nos voisins suisses? Est-ce qu'il y a des moteurs internes au département? Oui, il y a des moteurs internes au département. Il y a un actif sur 5 à peu près qui travaille en Suisse. Ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui travaillent quand même en Haute-Savoie. Et pour travailler en Haute-Savoie, il y a forcément des moteurs. Alors ces moteurs, ils ne font qu'augmenter la particularité du département parce que ce sont des moteurs qui ont eux-mêmes leur propre dynamique. Alors on peut en parler, hein. Il y a un certain nombre de moteurs que l'on peut identifier. On a le secteur du décolletage, du tourisme, de l'image, de l'outdoor. Si on prend par exemple celui du tourisme, on est dans le top 10 des départements les plus touristiques en France. Donc c'est déjà une sacrée performance. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on est un département où on n'a que des touristes absolument toute l'année, ce qui est vraiment rare au niveau national, à la fois en hiver, à la fois en été et même hors saison. Or, on voit sur le graphique que vous avez par exemple là devant vos yeux, c'est que la fréquentation du département a un petit peu reculé depuis une quinzaine d'années, mais reprogresse à nouveau depuis 2-3 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Ce qu'il faut dire aussi sur le tourisme, c'est qu'on est sur un territoire où on a plus de 700 000 lits touristiques. C'est quasiment un lit pour un habitant, un lit touristique pour un habitant. Et c'est quasiment 10% de croissance de ce parc de résidence touristique en un an. Donc c'est vraiment considérable. En 10 ans, pardon. Un autre moteur que l'on peut identifier également, c'est le secteur du décolletage. Le décolletage, donc c'est toutes les industries de mécanique de précision qui gravitent autour de la vallée d'Erve, qui sont issues de l'horlogerie genevoise d'une façon assez ancienne et qui aujourd'hui se sont structurées en un véritable cluster qui s'appelle Montbleu Industrie.
Aujourd'hui, la Haute-Savoie, ça représente quasiment 70% du décolletage français. Donc c'est quand même une activité de pointe au niveau du département. Et vous voyez sur le graphique, donc c'est un secteur qui occupe aujourd'hui à peu près 10 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects qui gravitent autour de cette activité. Alors c'est une activité qui a connu un peu de perte de vitesse en termes d'emploi depuis une vingtaine d'années. C'est moins 30% de l'emploi direct, mais on voit que l'emploi s'est stabilisé depuis 2010 dans ce secteur d'activité. Et 3 emplois indirects pour un emploi direct. Et en plus, effectivement, il y a des emplois directs qui sont derrière, des sous-traitants, des intérimaires. Enfin, il y a énormément d'emplois qui gravitent autour de ce secteur d'activité. D'autres secteurs qui sont un peu plus des niches de marché, mais qu'il faut quand même qu'on signale parce que ce sont des secteurs qui sont assez emblématiques également, c'est le secteur du sport outdoor. Alors, vous voyez sur le camembert que vous avez à l'écran, ça représente une infime partie des emplois en Haute-Savoie. C'est un peu plus de 3 000 emplois en Haute-Savoie. Mais c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est aussi un secteur qui est très emblématique au niveau du département. On a des leaders de l'outdoor en Haute-Savoie. Et c'est également le cas pour le secteur de l'image et des industries créatives, où on a un peu plus de 1700 emplois dans ce secteur d'activité. Encore une fois, c'est une vraie niche, mais ce sont des niches qui sont très emblématiques pour le département. Ce sont des niches en forte croissance et qui contribuent à véhiculer une image du département qui est très dynamique. Une image dynamique, beaucoup d'atouts, Vincent Maillan-Rosset, avec un impact fort en termes d'activité et d'emploi qui se retrouve dans les chiffres du département. Oui, en clair, la Haute-Savoie est un département de travailleurs et j'en veux pour preuve cette carte qui permet de situer la Haute-Savoie par rapport au reste du territoire national. On a le taux d'activité numéro 1 en France, puisqu'on est situé à 80,1%, là où la moyenne française est à 74,1%. Donc autrement dit, on a une population en âge de travailler qui est supérieure à la moyenne nationale. Ça, c'était un élément qu'il faut vraiment prendre en considération. On est un département de travailleurs, mais aussi un département qui est, d'une certaine façon, préservé du chômage. Je regardais ce graphique. La Haute-Savoie figure sur la courbe marron et on est sur des niveaux qui sont moindres que ce qu'on peut trouver au niveau national. La France est en bleu et l'Auvergne-Rhône-Alpes en gris. Clairement, on l'évoquait tout à l'heure, la proximité de Genève protège d'une certaine façon la Haute-Savoie des niveaux de chômage qu'on peut trouver ailleurs. Donc actuellement, on a un taux de chômage situé aux alentours de 5,3%, ce qui est assez bas par rapport au reste du territoire. Simplement, on peut voir sur le graphique pour la Suisse et Genève une légère augmentation au début de l'année 2020, forcément, avec la crise sanitaire. La temporalité d'enregistrement des chômeurs en France étant sensiblement différente de celle en Suisse, la réaction des courbes est différente. Autrement dit, il faut s'attendre qu'au semestre suivant, les courbes de la Haute-Savoie, de la France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes se redressent. Et d'ailleurs, ce point que je souligne, cet effet lié à la pandémie, eh bien, on peut le voir dans l'évolution mensuelle du nombre de demandeurs d'emploi, où là, pour le coup, il y a une évolution symptomatique du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Alors, je rappelle, les personnes en catégorie A, ce sont celles qui recherchent un emploi et n'ayant pas exercé d'activité durant le mois. Et là, on voit clairement un effet pandémie, puisqu'il y a un pic sur cette catégorie-là. Alors, on a un retour qui se fait derrière, mais pas dans les proportions dans lesquelles on est parti préalablement à la pandémie. Alors, vous nous parlez de croissance économique avec les chiffres de l'emploi, du chômage, on vient de le voir. Mais en ce qui concerne les individus, les habitants de la Haute-Savoie, est-ce qu'on peut aussi parler de croissance ? Oui, on a deux exemples simples que l'on peut mettre en avant. Déjà, c'est sur le prix du logement en particulier. Donc, un département qui est en forte croissance, forcément, il y a une pression qui se fait de façon assez mécanique sur les prix, parce qu'il y a une forte demande. Donc, quelque part, les biens qui sont mis sur le marché n'ont en général pas trop de mal à s'écouler. Ça se voit au niveau des prix d'immobilier. Vous avez une carte à l'écran qui vous montre que la Haute-Savoie, dans son territoire, il y a déjà des particularités importantes. Mais d'un point de vue général, la Haute-Savoie, c'est le 6e département le plus cher au niveau français en matière d'immobilier. Juste derrière,
le centre de la région parisienne et les Alpes-Maritimes. Donc on est vraiment dans le haut du panier en termes de prix. On est autour de 3 400 € le mètre carré pour une maison. Donc ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est 80% plus cher que la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est à moins de 2 000 € le mètre carré. Donc c'est quand même pas anodin. Et en plus de ça, à l'intérieur du territoire, on a des territoires, à l'intérieur de la Haute-Savoie, on a des territoires qui sont encore plus impactés. Je pense en particulier donc, au pourtour du lac d'Annecy et puis également aux stations touristiques où on est vraiment sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus importants. Autre manière de montrer le dynamisme au niveau savoyard et dans la vie quotidienne des gens, c'est sur leurs revenus. Les revenus, un peu comme pour l'immobilier, on est dans le haut du panier en termes de revenus en Haute-Savoie, puisqu'on est, le département avec le 4e plus haut revenu de France. Après, il y a aussi des départements du centre de la région parisienne. Donc il y a une forte corrélation, on le sait, avec le fait que l'on soit frontalier. D'ailleurs, les territoires frontaliers autres que Haute-Savoie ont également des revenus importants, que ce soit en Alsace, que ce soit dans le Doubs, que ce soit autour du Luxembourg ou de Monaco. Mais par contre, c'est vrai qu'en Haute-Savoie, il y a ce phénomène effectivement suisse qui accentue la situation. Il y a aussi le fait qu'on accueille une population qui a un niveau de qualification qui est très important, donc avec des revenus qui sont plus importants que la moyenne, ce qui pousse finalement le curseur encore plus loin en termes de niveau de vie. Un département attractif, un département dynamique, un département riche, on peut le dire comme ça, hein, Christian Hesson, c'est plus facile de gérer un département riche. Il est vrai, sans doute qu'il est plus agréable effectivement de faire une péréquation sur un département qui est plutôt riche, effectivement, nous venons de le voir. C'est un département, on le rappelait tout à l'heure, travailleur, innovant, créateur d'entreprise et qui aime l'entreprise. C'est aussi peut-être le gage de notre succès. On voyait tout à l'heure l'influence, effectivement, on allait dire de la Suisse, mais de Genève en particulier, puisque c'est vraiment notre secteur de polarité principale. Genève, oui, mais pas que. On a vu également que nous avions des filières d'excellence et cet écosystème très particulier. Ça n'est pas un hasard quand dans les discussions habituelles, on fait un parallèle entre la Haute-Savoie, la Bavière, en le surnommant la Petite Bavière. C'est cet écosystème extrêmement particulier où les collectivités d'ailleurs sont très proches de l'activité économique et il n'y a pas scission, il n'y a pas vision particulière de politique et activité économique. On est dans une symbiose très particulière avec ces filières d'excellence qui nous tirent vers le haut. Et ça, c'est une particularité extrêmement puissante de la Haute-Savoie. Alors la Haute-Savoie, un territoire atypique, on l'aura compris, un territoire de montagne, un espace particulièrement soumis au dérèglement climatique et à ses conséquences. La pression démographique et économique y est forte. Alors comment on conjugue ces deux forces contradictoires ? C'est une vraie question, Fanette, parce qu'effectivement, on a d'un côté un très bel environnement, de l'autre côté une très forte croissance, et puis, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, mais plutôt négatif, un réchauffement climatique qui n'est pas propre à notre territoire, mais que notre territoire subit aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surchauffe avec cette conjugaison de facteurs, Vincent Maillan-Rosset ? Effectivement, s'agissant du réchauffement climatique, il y a quand même une spécificité aux Alpes du Nord et on peut le voir sur un certain nombre d'indicateurs. On en a sélectionné quelques-uns. On vous avait mis ici l'évolution des masses cumulées de trois glaciers français un petit peu emblématiques. Alors celui d'Argentière, la courbe verte est en Haute-Savoie, mais d'une façon générale, son évolution s'inscrit à l'instar de ce qu'on peut voir ailleurs dans les Alpes du Nord, à savoir qu'on a une diminution considérable de sa masse. Entre 1976 et 2018, le glacier d'Argentière a quand même perdu 36 mètres. Et puis le réchauffement climatique, non seulement il s'applique à la Haute-Savoie, mais il est aussi exacerbé. Entre 1980 et 2019, Chamonix a gagné plus 3 degrés. Donc on est sur des moyennes supérieures à ce qu'on peut voir au niveau national. Et derrière, par-delà ces évolutions, ça induit un niveau d'enneigement qui va fortement diminuer puisque non seulement on a des températures de plus en plus chaudes, on a une diminution des précipitations. Donc ça veut dire qu'on a de moins en moins de neige et une amplitude durant laquelle elle tombe qui est de moins en moins grande. Donc ce qui pose forcément des questions sur l'avenir des stations de moyenne montagne.
Et puis, autre élément marquant qui montre qu'on est sur un environnement qui reste pressuré, dans la mesure où on a une consommation d'eau qui sur le territoire qui reste importante. Vous avez ici le bilan hydrique estival à Thonon-les-Bains. En fait, ce graphique il permet de montrer un peu la variation du stock d'eau entre les précipitations et la consommation par le couvert végétal. Et ça permet d'avoir une idée justement de ce stock d'eau et de son évolution. Et on constate clairement que depuis au moins 1995, eh bien, on a une évolution qui va vers un déficit de plus en plus accru, puisque forcément, il y a moins de précipitations, on a des températures de plus en plus importantes. L'agriculture, face à ces bouleversements, est en première ligne. Comment elle y fait face assez rapidement ? Oui, elle est en première ligne. Effectivement, l'agriculture, c'est un secteur d'activité qui est emblématique pour le département, puisque c'est un secteur qui permet d'avoir une ouverture des paysages. Et il y a des marques emblématiques, donc c'est un secteur qui compte. Ceci étant, le nombre d'exploitations, il a quand même diminué de 20% entre 2000 et 2018, donc c'est quand même une sacrée perte. Pour autant, on ne peut pas vraiment parler de crise de l'agriculture, c'est plus une réorganisation, une professionnalisation d'activité. Les exploitations se sont regroupées, elles sont moins nombreuses, mais par contre, la surface de chaque exploitation a largement augmenté. Par contre, ça n'a pas empêché d'avoir une diminution de la surface agricole qui est utilisée malgré tout dans le territoire. Ceci étant, c'est plus une rationalisation de la production. C'est le fait qu'on est sur des productions qui sont aujourd'hui de plus en plus labellisées, de mieux en mieux protégées, avec une haute valeur ajoutée qui est apportée aux produits, qui permet finalement l'agriculture en Haute-Savoie de beaucoup mieux s'en tirer, malgré son côté un peu atypique et de montagne, donc a priori plus vulnérable. Mais par rapport au niveau national, on est vraiment sur une protection qui est beaucoup plus forte et une agriculture qui est quand même très vivace au département. Les moyens de protection, vous les évoquez, on est dans une dynamique très forte, plus d'habitants, plus d'urbanisation, plus de territoires grignotés, plus de trajets, on l'a vu tout à l'heure avec les domiciles-travail. Est-ce que c'est inéluctable, ce toujours plus, Vincent Maillan-Rosset, ou est-ce qu'on a des moyens de corriger et de tempérer ces tendances-là ? Alors non, ce n'est pas vraiment une fatalité, puisque dès lors qu'on a une mobilisation des acteurs publics qui est forte, et puis surtout une évolution des comportements des citoyens, on peut infléchir certaines tendances. Sur le graphique que vous pouvez voir ici, on a une évolution des particules fines sur plusieurs stations, dont celle de Haute-Savoie. On en a ciblé 3 qui sont plutôt dans les bleu-violet. Et on constate, quand bien même il y a encore des efforts considérables à conduire, une nette amélioration à partir de 2016 notamment, puisqu'on a une diminution pour ces trois stations sur les particules fines. Quand bien même le niveau d'alerte a été, lui, renforcé. Donc ça veut dire qu'on va quand même dans la bonne direction, quand bien même aussi on a une population qui augmente. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts qui seront considérables, qui sont sans doute encore insuffisants, mais qui sont considérables. Et puis, d'une façon générale, c'est qu'on a une optimisation d'un certain nombre de politiques. Et je pense que, par exemple, sur la protection des espaces naturels, il y a aussi un certain nombre de choses qui ont été faites qu'il faut souligner. Par exemple, sur les espaces naturels en Haute-Savoie, il faut savoir que les espaces naturels occupent 53% du territoire en Haute-Savoie. Eh bien, en 1955, on n'avait que 1,1% de ce territoire qui faisait l'objet d'une protection environnementale. En 2018, il y a 8,7% de ce territoire qui fait l'objet d'une protection spécifique. Donc là aussi, on peut le voir sur le graphique, les différentes possibilités de protéger les espaces, eh bien, elles montrent qu'on a des leviers pour agir sur la protection de l'environnement. Et puis j'ajouterais également en matière de consommation d'eau, quand bien même la population de la Haute-Savoie a augmenté, eh bien, la consommation par habitant a diminué. On est passé ainsi de 125 mètres cubes en 1997 à 93 mètres cubes en moyenne en 2018. Et puis, c'est la même chose en matière d'énergie, puisque quand bien même la population a augmenté par exemple entre 90 et 97
de 40%, eh bien, la consommation d'énergie n'a augmenté, elle, que de 16%. Donc, ce qui montre bien que, quand bien même la population augmente, on se tend vers davantage de sobriété. Christian Hesson, si on veut résumer ça d'une formule un peu choc, on est dans une cocotte minute, mais on a des moyens de la refroidir, d'éviter l'ébullition, y compris au niveau de la pollution de l'air, y compris au niveau des transports. C'est exactement cela, et le but de l'Observatoire, une fois de plus sur le temps long, c'est de s'apercevoir et de regarder effectivement qu'aujourd'hui, on ne peut peut-être pas être satisfait des résultats qu'on a aujourd'hui, mais sur un temps plus long, on s'aperçoit que les politiques publiques peuvent avoir un véritable effet sur cette organisation. On le disait tout à l'heure, 3,3 degrés en 120 ans à Chamonix. On a presque tout dit dans ces domaines-là. Et le réchauffement climatique, on ne l'a peut-être pas souligné suffisamment, il est encore plus perceptible en territoire de montagne. C'est effectivement de manière quasiment exponentielle par rapport à d'autres territoires. On a les 2 tiers de nos communes qui ont un plan de prévention des risques. Donc déjà, naturellement, sujet à des problématiques de catastrophes naturelles. Si on relève, on a eu un nombre très important dans les 20 ans qui viennent de se passer de déclarations de catastrophes naturelles. Donc on a un phénomène, effectivement. On l'a dit tout à l'heure, attention particulière sur l'eau, l'assainissement. Les politiques du département, c'est 70 millions aux côtés des collectivités pour améliorer et aménager ces sujets-là, notamment 20 à 22 millions d'euros pour l'eau et l'assainissement. C'est aussi l'air. Et l'air, on peut ne pas être satisfait de ce qui se passe aujourd'hui, mais on voit que sur une tendance un peu plus longue, les effets de ces politiques publiques commencent à donner effet. Donc nous sommes condamnés à réussir sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, quelle politique publique n'intègre pas une vraie politique environnementale et écologique ? Et vraiment, en un mot, on évoquait notamment la neige et l'enneigement qui va se raréfier. Il y a une vraie politique tourisme 4 saisons menée par le département depuis quelques années déjà. Évidemment, on l'a bien compris. Aujourd'hui, l'or blanc ne sera plus l'or blanc tel qu'il était hier. Mais on a tellement de territoires magiques et fabuleux qu'on est capable d'accueillir nos touristes. En les diluant peut-être sur notre territoire et éviter aussi les concentrations de tourisme qu'on a guère apprécié effectivement, notamment l'été dernier à certains endroits de nos territoires. Donc on a un territoire tellement vaste, équipons notre territoire pour accueillir au mieux l'ensemble de ces touristes. On vient de passer presque une demi-heure à dresser le bilan, on peut dire, à dresser le tableau, mais l'Observatoire sert aussi à se projeter, à aller plus loin, à anticiper. Vincent Césaire, vous nous disiez en préparant l'émission, gérer la croissance est peut-être parfois plus compliqué que de la susciter. Pourquoi exactement et en quoi, du coup, l'Observatoire devient un outil très utile ? L'Observatoire devient un outil utile parce qu'il permet pour savoir où on veut aller, il faut déjà savoir d'où on vient. C'est un peu ce que dit l'adage. Et c'est vrai que savoir d'où on vient, ça permet aussi de bien cibler les enjeux, les points de fragilité, d'anticiper sur les évolutions attendues. Et dans tous les domaines, en fait. Ce n'est pas que sur l'aspect vulnérabilité climatique, mais c'est aussi sur comment la population grandit, vieillit, se loge, se déplace, se divertit, se soigne. Donc c'est vraiment sur tous les sujets différents de la vie quotidienne des habitants. Alors quel pourrait être le plus grand point de fragilité du département ? C'est sans doute le vieillissement de la population qui est le principal enjeu, puisqu'il touche vraiment une partie considérable de la population, et en plus sur tous les territoires. Ce n'est pas uniquement au Savoyard, mais c'est vraiment, on va dire, mondial. Mais c'est vrai que la Haute-Savoie est impactée au même titre que les autres territoires, et peut-être même davantage, parce qu'on voit que le vieillissement de la population s'accélère beaucoup ces derniers temps. On compte 31% de personnes de plus de 75 ans en plus en 10 ans. Donc c'est vraiment une forte accélération. C'est 32 000 retraités en plus pendant cette période. Donc c'est quand même assez massif. Et ce que l'on peut voir, alors vous avez une carte sous les yeux qui vous montre les zones où cette population âgée s'est le plus développée. Et on se rend compte qu'elle se développe surtout sur la couronne périurbaine d'Annecy, sur le Genevois, le Chablais-Lémanique, donc des zones sur lesquelles, jusqu'à présent, c'était des territoires qui n'étaient pas trop concernés par ce phénomène-là, parce que c'était beaucoup des actifs, beaucoup avec des familles, et c'est de moins en moins le cas. Donc ça pose vraiment une vraie question d'accompagnement de ces personnes-là dans des territoires qui aujourd'hui étaient assez peu pourvus en termes d'équipement pour personnes âgées. On voit aussi au niveau départemental qu'il y a une vraie carence sur ce sujet-là, puisqu'on a un taux d'équipement en lit en Haute-Savoie qui est assez important. On a à peu près 120 places pour 1000 personnes âgées en Haute-Savoie, alors que la moyenne française, c'est 150. Donc on a vraiment un déficit. Et en plus, ce déficit augmente parce qu'on n'augmente pas le nombre de lits à la même vitesse que le nombre de personnes âgées augmente. Donc finalement, on est sur un déficit qui se creuse davantage.
Vous évoquez la difficulté de suivre l'augmentation de la population pour ces lits pour les personnes âgées. Ce n'est pas le seul thème où on a du mal à suivre, si on peut résumer comme ça. C'est vrai aussi en matière de logement, c'est vrai aussi en matière de formation, Vincent Maillet-Rousset. Oui, l'Observatoire a identifié tout un tas d'enjeux majeurs sur des besoins primaires comme l'éducation, le logement, voire le déplacement. Et on peut le voir par exemple sur le graphique suivant, l'offre post-bac favorise le départ des étudiants en Haute-Savoie. En clair, en 10 ans, la part des Hauts-Savoyards étudiants sur place a reculé de 23%. Et dans le même temps, bien, on a le nombre de Hauts-Savoyards étudiants hors du département qui, lui, a augmenté de 55%. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour situer un petit peu la Haute-Savoie, pour une population estudiantine, on est situé à 1,9% de la population, alors que, par exemple, en Savoie, on est à 3%, en Isère à 8,6%. Donc ça montre véritablement qu'il y a une carence en matière d'offres sur les études supérieures pour le territoire haut-savoyard. S'agissant du logement, il y a aussi effectivement un certain nombre d'enjeux, notamment c'est notamment la possibilité d'offrir à cette population croissante du logement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le logement collectif cède la place, fait prendre de plus en plus de place par rapport au logement individuel, et le logement collectif devient la norme. Et on constate qu'il y a une diminution de la taille moyenne des logements, puisque en une quinzaine d'années, on a perdu 1,5 mètre carré par an. Et puis, excusez-moi, simplement en matière de déplacement et de mobilité, on est sur un département très axé autour de la voiture. On est le 7e département qui a la plus grosse motorisation. Et puis, en parallèle de ça, on a des transports en commun qui, notamment par exemple sur le ferroviaire, qui, à l'instar de ce qui se passe au niveau national, ont tendance à perdre en densité, mais paradoxalement qui sont de plus en plus utilisés. Donc on a des transports en commun qui ne sont pas forcément très développés, mais qui sont de plus en plus utilisés. On évoquait les enjeux des personnes âgées, celles des jeunes, des familles. On va s'intéresser aux enjeux territoriaux au sein du département. Finalement, ce sont les stations qui retiennent le plus l'attention, surtout en ce moment. Oui, c'est vrai que chaque territoire en fait ses atouts et ses contraintes. C'est vrai que les stations font l'actualité en ce moment, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'elles font d'autant plus l'actualité qu'il y a le côté hiver avec le Covid qui joue son rôle. Mais les stations ont aussi la particularité qu'elles finalement elles sont alimentées par un moteur très dominant qui est le ski alpin en fait. Et le fait que le ski alpin soit à l'arrêt en ce moment, ça réinterroge un peu le modèle des stations. Et on voit bien qu'au niveau des stations de ski, on est sur vraiment une situation qui est assez atypique, c'est qu'on est sur un équipement de la montagne, un niveau d'équipement et d'investissement en montagne, notamment pour les domaines skiables, qui est très élevé. On a dépassé les 100 millions d'euros d'investissement dans les domaines skiables en 2019, donc l'année avant Covid. Donc pour une rentabilité qui, forcément, en 2020, n'aura pas été vraiment à la hauteur. Donc les stations de ski visent vraiment une clientèle qui a les moyens de venir skier. Et il y a quelque part une course à l'équipement quelque part entre les stations qui sont concurrentes les unes vis-à-vis des autres. Et en plus, on est sur une concurrence internationale. On voit bien aujourd'hui tous les débats qui tournent autour de tel pays qui a ces domaines, tel pays qui ne peut pas les ouvrir, avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc on est vraiment sur une stratégie au niveau des stations qui n'est pas seulement au Savoyard, pas seulement local, mais vraiment une stratégie qui est complètement mondialisée, avec une captation d'une clientèle internationale. Vous dites pas seulement au Savoyard, c'est même pire, c'est presque qu'il n'y a quasiment plus la place pour la population locale, si on veut être caricatural. C'est un peu ça, parce que finalement, on se rend compte qu'on est sur des niveaux en station qui atteignent des sommets en termes d'investissement, mais qui ont des répercussions importantes pour la population locale, puisque finalement, on se rend compte aujourd'hui en Haute-Savoie, les territoires les moins dynamiques d'un point de vue démographique, j'entends, ce sont les stations de ski. Elles perdent de la population. Megève a perdu quasiment la moitié de sa population depuis le début des années 80, ce qui est vraiment considérable. Alors c'est un cas extrême, mais on voit que toutes les stations sont impactées par ce ralentissement. Et on voit aussi au niveau des prix des stations qui atteignent vraiment des sommets. On peut atteindre jusqu'à quasiment 10 000 € le mètre carré à Megève sur les maisons. Alors qu'à Rumilly, pour prendre votre commune, M. Hesson, on est sur un niveau de prix qui est 4 fois inférieur à ce niveau-là. Donc on est vraiment sur une situation complètement hors marché qui pénalise beaucoup la population locale.
Fragilité dans les stations, fragilité réelle, mais Vincent Maillan-Rosset, est-ce que la plus grosse fragilité du département, elle ne réside pas finalement encore une fois à côté, c'est-à-dire en Suisse? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un énorme choc en Suisse? Quelles répercussions pour notre territoire? Alors, plus que de fragilité, je parlerais plutôt de dépendance réciproque. La carte que vous avez sous les yeux montre à quel point, en fait, la Haute-Savoie est articulée autour de la frontière avec Genève. Et effectivement, c'est un point de vigilance sur lequel il faut être très, très lucide. Notez que quand même certaines communes de la Haute-Savoie ont quand même 75%, comme à Archamps, où ont leurs travailleurs qui travaillent sur le canton de Genève. On est sur certaines communes comme Végy ou Viry sur des taux qui sont de cette importance également. J'ajouterais que cette évolution de l'emploi de l'autre côté de la frontière, eh bien, elle touche tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur primaire, mais surtout secondaire et tertiaire. Depuis 20 ans, on note une augmentation de cet emploi du côté genevois. Et j'aurais tendance à dire qu'on note également aussi, c'est-à-dire que l'arrivée non négligeable de Suisses qui viennent s'installer en France, notamment dans la perspective de devenir propriétaires, puisque en Haute-Savoie, il y a quand même 60% des gens qui sont propriétaires, là où sur le canton de Genève, il n'y en a que 18%. Donc la possibilité de passer la frontière offre justement la perspective de devenir propriétaire. Et voilà, pour conclure, j'aurais tendance à dire que la Haute-Savoie, eh bien, elle pourrait se définir par 3 binômes. C'est qu'elle est dynamique mais dépendante, elle est attractive mais pressurée, mais elle est fragile et protégée. Voilà. Merci pour ces petits mots. Et une réaction, Christian Hesson, ce qu'on voit, c'est qu'on est suisseau-dépendant, mais que l'inverse finalement est vrai aussi. Vous abordez ça comment? Et est-ce que budgétairement, ce n'est pas un petit peu la même chose? Vous êtes en train de préparer votre budget primitif 2021, exactement en ce moment, et il y a pas loin de 300 millions, je crois, qui sont apportés par la contribution financière genevoise, qui est le résultat des impôts prélevés sur les frontaliers. Ça aussi, c'est une imbrication forte avec Genève. Évidemment, ces 300 millions d'euros, ils sont considérables dans le budget du département, mais comme vous le disiez, ça n'est finalement pas forcément une dépendance de l'un par rapport à l'autre, mais un partenariat qu'il faut élaborer sur l'ensemble des sujets que nous avons vus et vus défiler. Mais la Suisse et Genève, mais pas que. On a vu aussi que nous avions une puissance économique extrêmement et touristique extrêmement importante dans le département. Et pour revenir sur une vision un peu plus large de cet observatoire, on comprend, après ces quelques minutes passées à analyser les problématiques, que c'est un observatoire très objectif. Il n'y a pas de subjectivité ou d'incitation politique à l'intérieur. On est dans de l'objectivité pure et simple. Nous mesurons les choses pour mieux les analyser et pour avoir des politiques publiques au service effectivement de l'ensemble du cycle de vie, parce qu'on a parlé des plus jeunes, de la petite enfance, on a parlé des adolescents, avec les moyens que l'on mettait en place, 2 collèges dans les 10 ans, on a un rythme à peu près effréné de construction de collèges tous les 3, 4 ou 5 ans. On a parlé des étudiants, là on a vu un sujet particulier, l'économie, l'activité, le loisir pour la tranche d'âge des 20 à 50 ans, et puis la problématique des personnes âgées qui va ici d'ailleurs, comme ailleurs, poser une problématique particulière. Le sujet est posé par l'Observatoire. Les politiques publiques, on l'a vu, sont effectivement très efficaces, puisque sur le temps long, on s'aperçoit de résultats, mais nous avons encore du pain sur la planche. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces éclairages. Je rappelle que toutes ces données sont disponibles en ligne sur le site hautesavoie.fr/observatoire. Merci à tous les trois pour cette présentation des enjeux fragilisés et révélés au grand jour cette année. La crise sanitaire que nous traversons a exposé nos fragilités et nos ressources. On en parle tout de suite avec nos prochains invités. Comment la Haute-Savoie a-t-elle vécu cette année éprouvante? Avec nous pour en parler, Christian Monteil, président du département de la Haute-Savoie. Bonjour. Luc Rollet, directeur départemental de l'ARS. Lionel Brunet, directeur de la Banque de France Haute-Savoie. Et Roland Raymond, docteur en sociologie
et responsable du master sociologie et sciences sociales appliquées au métier des études et de l'enquête à l'université Savoie-Mont-Blanc. Merci à tous les quatre de votre présence sur ce plateau. Avant d'entendre vos témoignages, petit point de situation sur le département avec ce reportage. La Haute-Savoie, terre de contraste face à la Covid-19. Alors que 2 des premiers clusters de France avaient été détectés dans le département, la Haute-Savoie avait été finalement moins touchée que la moyenne nationale lors de la première vague. A l'inverse, elle l'a été davantage lors de la deuxième, beaucoup plus virulente ici, avec un taux d'incidence qui a atteint les 1170 cas positifs pour 100 000 habitants, l'un des records nationaux. Pourtant, même au plus fort de cette deuxième vague, le taux d'hospitalisation des personnes atteintes est resté 18% en dessous de la moyenne nationale. On déplorait toutefois plus de 700 morts en Haute-Savoie mi-novembre, la moitié à l'hôpital, l'autre en EHPAD. Avec un taux de mortalité cette fois-ci nettement supérieur à la moyenne nationale, 8,5 décès pour 10 000 habitants contre 6,8 pour le reste de la France. Un chiffre d'autant plus étonnant qu'habituellement le département affiche un taux de mortalité globale bien en dessous de la moyenne française. La chute du nombre de lits dans les établissements de santé, moins 16,2% entre 2000 et 2018, combinée à la hausse de la population, a provoqué un sous-équipement. Il n'y a que 5 lits d'hospitalisation complète pour 1000 habitants en Haute-Savoie, contre 6 en moyenne en France comme en Auvergne-Rhône-Alpes. S'ajoute à cela une pénurie de personnel soignant que la proximité de la Suisse amplifie. Ce n'est pourtant pas forcément à l'hôpital qu'il faut aller chercher la principale explication du lourd bilan de la deuxième vague en Haute-Savoie, car la surmortalité semble plus nette du côté des EHPAD et des établissements médico-sociaux. Près d'un décès Covid sur 2 a eu lieu dans ces établissements dans le département contre moins d'1 sur 3 en moyenne nationale. Mais la crise de la Covid n'a pas seulement un tragique bilan humain. Ses répercussions sont aussi très fortes au niveau économique, à commencer par les domaines skiables qui souffrent d'une baisse estimée de 50 millions d'euros du chiffre d'affaires. 4 millions de nuitées ont été perdues dans les stations haut-savoyards de l'hiver dernier. C'est un quart des nuitées habituelles. 10% de la population haut-savoyarde s'est volatilisée dans les jours qui suivirent le début du confinement. Mais si 118 000 personnes ont quitté précipitamment le département lors du premier confinement, les stations n'ont pas été les seules à voir leur fréquentation baisser. Toutes activités confondues, 8 entreprises sur 10 ont déclaré une activité en baisse sur le premier semestre par rapport au dernier de l'année 2019. 7 sur 10 ont fermé pendant le premier confinement, alors que la moitié seulement y était contrainte par la loi. Plus de 18 000 sociétés ont sollicité l'activité partielle pour 168 500 salariés, soit 75% de la population salariée privée du département. Quelques points positifs toutefois à retenir de cette période inédite. Pour l'environnement notamment, le trafic aérien a baissé à l'aéroport de Genève de 99% sur les mois d'avril et mai 2020. Le réseau autoroutier ATMB a noté également une baisse du trafic de 75% sur la période de confinement par rapport à l'an dernier. Enfin, le jour du dépassement mondial, c'est-à-dire le jour dans une année où les capacités en ressources écologiques de notre planète ont été atteintes, a reculé de 3 semaines et demie par rapport à 2019. Éric, pour commencer, on va s'intéresser à l'organisation de cette crise. Oui, avant d'évoquer les bilans économiques, environnementaux ou sanitaires, on va voir en fait comment a réagi notre département face à l'ampleur d'une crise qui a été très forte. Luc Rollet, directeur de l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, directeur départemental de l'ARS en Haute-Savoie. Comment est organisé notre système de santé? Comment il s'est structuré face à cette crise d'une ampleur totalement inédite? Merci, bonjour à tous. Alors, je vais parler d'abord de chiffres régionaux, puisqu'en fait, l'Agence régionale de santé a bien pour fonction de piloter et de réguler l'ensemble du système de santé sur la région, pour le coup, parce qu'on parle bien d'une agence régionale de santé. Aussi, permettez-moi de vous donner quelques chiffres. La région, qu'est-ce que c'est? C'est 2600 pharmacies, c'est 470 établissements de santé publics et privés. C'est aussi 2300 établissements médico-sociaux et c'est 130 000 professionnels de santé. Donc quand dans le reportage, effectivement, on estime un manque de place, un manque de lits sur un département, je crois qu'il faut prendre de la hauteur, et on l'a bien vu durant cette crise. Globalement, la crise n'a pas été gérée à un niveau départemental. Elle est allée beaucoup plus loin, vous le savez, puisqu'en fait, on a élargi largement
le nombre de lits et la gestion de ces lits s'est faite au niveau régional. Et qui plus est, on est même allé au-delà de notre région, puisqu'on a opéré des transferts au niveau d'autres régions qui ont accueilli des personnes. Ensuite, je souhaiterais juste également remercier et vraiment faire un point, une focale particulière sur les personnels, les professionnels de santé qui ont travaillé d'arrache-pied. Et là, il nous faut citer tout le monde parce que je crois qu'au niveau départemental, mais aussi plus largement au niveau régional, on a bien senti que tous les professionnels de santé, que ce soit le monde libéral, que ce soit le monde public ou privé, dans les établissements, les EHPAD évidemment, mais il faut aussi parler des établissements recevant des patients en situation de handicap. Tout ça devait travailler ensemble. Et il y a vraiment eu, on a vraiment senti un élan de tous ces acteurs de santé. La crise a débuté le 8 février pour notre département, effectivement, et il a fallu... Les contamines Montjoie, bien sûr. Il a fallu dès lors d'abord découvrir ce qui se passait et puis réagir immédiatement. Et la réaction, elle a vraiment été immédiate puisque les contamines, 3 jours plus tard, on ne savait pas vraiment ce qu'était ce virus. Et pourtant, un dépistage était déjà engagé in situ dans une salle des fêtes des contamines Montjoie avec l'appui du monde hospitalier et l'appui du monde de l'État, bien sûr, mais aussi du conseil départemental. Tout le monde était déjà, dès les premiers jours, tout le monde était présent sur le terrain et pour répondre à une crise qui était naissante. L'Agence régionale de santé, pour répondre à votre question, a décidé de s'articuler autour de 8 territoires. 8 territoires où on a demandé à l'établissement pivot du CH d'Annecy de coordonner l'action des différents établissements sanitaires et médico-sociaux également, de manière à ce qu'il y ait une cohésion, mais aussi une certaine logique dans la démarche, dans le cadre de cette gestion. C'est ce qui a été fait. Mais il fallait aussi déprogrammer. Cette déprogrammation, vous en avez entendu parler. Pourquoi déprogrammer? Pour justement avoir une masse de personnel suffisante pour armer ce qu'il nous fallait armer en lits justement supplémentaires. Quand on parle d'ouverture de lits, elle est très liée à cette déprogrammation. Absolument, parce que ouvrir des lits, si on en a la capacité d'un point de vue infrastructure, il faut bien évidemment avoir une ressource en personnel formé, bien évidemment, et par conséquent, il fallait libérer autant les lits que le personnel, bien évidemment. La médecine de ville a joué un rôle primordial également dans cette gestion de crise. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau remarquable parce que là aussi, la cohésion s'est faite immédiatement sans même qu'on ait besoin de leur faire appel. Des laboratoires, souvenez-vous, le 1er mars, un laboratoire qui pratiquait les RT-PCR au niveau régional, je parle bien, 350 plus tard, avec 220 000 tests RT-PCR diligentés par semaine, dont 20 000 pratiquement pour le département. Donc là, je pense qu'ensuite, il fallait penser au contact tracing. Le contact tracing a été échelonné sur 3 niveaux. Le premier niveau, les professionnels de santé libéraux. Le deuxième niveau, la CPAM. Et le troisième niveau, l'Agence régionale de santé, sur les plus gros signalements et les plus gros clusters. Donc, je pense que vraiment, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que le département, autant qu'au niveau régional, le département a joué un rôle primordial dans cette gestion de crise. Et je crois que tous les acteurs se sont rassemblés pour gérer au mieux une crise qui, jour après jour, nous obligeait à découvrir les choses. Il y a un sujet justement où vous avez travaillé ensemble, c'était le cas déjà avant Covid, ça vous a certainement d'ailleurs aidé, c'est celui des EHPAD, on le voyait dans le reportage, ça a été un vrai sujet, ça l'est encore au cœur de cette crise. Il y a la question du manque de place, mais au-delà de ça, il y a surtout la question du personnel, et ça, vous y êtes tous les deux confrontés, Christian Monteil et Luc Rollet. Christian Monteil, allez-y. Pardon. Allez-y, monsieur le Président. Peut-être avant de parler du personnel, moi j'ai envie de vous dire qu'au premier jour du déclenchement de cette crise terrible sanitaire qui a affecté notre pays et le monde entier et la Haute-Savoie, en relation étroite, permanente, quotidienne avec l'Agence régionale de santé, nous nous sommes déclarés quasiment en état de crise. Une crise où tout le monde a été invité à monter sur le pont pour le département de Haute-Savoie. D'abord, ses propres élus, ensemble et solidaires, qui ont mis en place tous les moyens, d'abord pour protéger nos personnels,
liées au contact avec la population, les protéger et maintenir en même temps ce service public indispensable dans le social, dans les collèges, sur les routes et dans toutes nos politiques avec les territoires. Nous avons répondu au premier jour à la demande des hôpitaux qui, du jour au lendemain, étaient démunis en matière de respirateurs. 700 000 € déclenchés sous 48 heures quasiment au secours de celles et ceux qui souffraient. Respirateurs livrés un peu plus tard qui sont aujourd'hui malheureusement bien utilisés. Et puis tout le travail avec l'ARS, le dépistage en relation avec les pompiers, en hommage aux pompiers, services départementaux d'incendie et de secours, l'achat massif de masques, l'ARS servant les EHPAD, et c'était bigrement utile. Nous sommes allés plutôt, nous, au plus près du territoire. C'est notre ADN aussi, pour les services de soins à domicile, dans les établissements, pour l'enfance, pour le handicap. Nous avons reconnu nos personnels avec une prime. La vie est chère en Haute-Savoie, et quand le mal s'abat sur vous, nous avons mis une prime particulière pour nos personnels, mais aussi pour les services à domicile, pour les établissements médico-sociaux. Nous avons organisé le télétravail du jour au lendemain, et ça sera probablement l'une des conclusions, un laboratoire pour mieux faire demain sur le télétravail. Ouais. Enfin, le partenariat avec les collectivités que Christian Esson évoquait tout à l'heure sur les thèmes du développement et de l'aménagement du territoire, nous l'avons mis en place. Aider les collectivités, les petites, les moyennes, les grandes, aider les centres de vacances, aider les associations sportives, culturelles, le sport de haut niveau, les petites entreprises. Nous avons été obligés de nous battre pour affecter des crédits aux chefs d'entreprise qui souffraient, qui n'étaient pas payés. Sur ces aspects économiques. Que nous avons gagné. Près de 3000 personnes ont été aidées. Nous sommes allés avec la région Auvergne-Rhône-Alpes au plus près des entreprises également. Je peux vous dire une chose, ces 9 derniers mois, il ne sera pas passé un seul jour sans que tous ensemble, les conseillers départementaux de Haute-Savoie et les partenaires qui sont autour de la table et dans la nature, aient porté une part de ce lourd fardeau pour notre département. On vous a entendu, Christian Monteil, très convaincu dans cette réaction face à la crise. Par rapport aux EHPAD, on a vu en première partie d'émission qu'il y avait encore une sous-dotation de lits par rapport à la population, tout simplement parce qu'il y a une population qui augmente trop vite, alors qu'il y a eu plus 40% de lits médicalisés pour les personnes âgées en 20 ans sur le département. On se retrouve en grosse sous-dotation. On ne peut rien faire quand la situation est aussi disproportionnée. C'est une partie qui se joue à deux, l'ARS et les collectivités et les porteurs de projets, que sont les établissements hospitaliers ou les collectivités locales. Et le troisième larron, c'est le département. Ce troisième larron, il s'est invité historiquement pour apporter un financement important, 20% dans la construction, dans les investissements de tous les EHPAD, dès lors que les lits sont autorisés par le gouvernement, par l'ARS et par le gouvernement, c'est une politique nationale. Dès lors que ces lits sont autorisés, on construit. Le département apporte une somme, et on est un des seuls à le faire, je peux dire, de 20% pour diminuer le coût de fonctionnement et donc diminuer le prix de journée pour nos résidents. Et en même temps, nous veillons en Haute-Savoie à ce que les chiffres, la dotation des lits globaux en Auvergne-Rhône-Alpes puisse avoir un regard particulier pour un département qui en a besoin. D'autres départements sont plutôt stationnaires en matière de besoins. Jusque-là, ces dernières années, même si nous n'avons pas suffisamment de place, nous avons un dialogue avec l'ARS qui est intéressant. N'oubliez pas qu'à ce jour, des lits d'EHPAD sont fermés parce que nous n'avons pas les personnes pour travailler dans les établissements. C'est un sujet qui est bien plus important encore à mon point de vue. Donc vraiment rapidement sur cette partie de recrutement, le personnel, c'est un vrai sujet. Oui, absolument, et je suis d'accord avec le président du conseil départemental. C'est une évidence, nous avons une difficulté croissante à recruter du personnel. Et pourquoi ? Je crois que le département est magnifique, et ça a été dit en première partie, il est tellement magnifique qu'il attire beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de personnel soignant, infirmières, aides-soignantes, personnel administratif et médecins qui doivent trouver à se loger notamment. La vie est chère, oui, mais au moins à se loger dans des conditions correctes. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment un mal relevé par tout à chacun de trouver du personnel qui veuille venir s'installer sur le département. Oui.
Allez, on va passer aux conséquences économiques de cette crise. Avec vous, Lionel Brunet, directeur départemental de la Banque de France. On a vu la réaction de l'ARS, on a vu la réaction du département. Comment vous, en tant que Banque de France, vous avez réagi face à cette crise? Quelles mesures ont été mises en place pour soutenir les acteurs économiques du département? Alors, tout d'abord, il faut bien avoir en tête que le choc sanitaire a une énorme conséquence économique en France et en Haute-Savoie, naturellement. On estime que c'est bien plus important le choc économique qu'on a subi cette année que celui de 2008-2009. Il faut remonter sans doute à la crise de 29 pour trouver quelque chose de plus, avec beaucoup plus de déflagration, mais pour vous dire quand même l'ordre de grandeur. Donc naturellement, la Banque de France a été mise à contribution, mais j'allais dire, dans le cadre aussi des mesures qu'a décidé l'État pour l'économie, qui ont été décidées rapidement et qui ont été mises en place, j'allais dire, par les services de l'État très rapidement aussi, avec beaucoup de diligence. Alors vous avez effectivement, ça a été évoqué dans le reportage, les mesures de chômage partiel, vous avez le fonds de solidarité, vous avez un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Côté finance, banque, il y a eu le fameux prêt garanti par l'État. C'est, pour la Haute-Savoie à ce jour, c'est à peu près 1,3 milliard d'euros qui ont été débloqués auprès des entreprises, et des plus grandes comme des plus petites, et beaucoup de plus petites, qui ont été débloqués depuis cette période. Et le rôle de la Banque de France a aussi de réactiver le dispositif de médiation du crédit qui existait depuis 2008, qui était en sommeil parce qu'il y avait beaucoup moins de dossiers, tout simplement. Et la crise économique arrivant fortement, ce dispositif a été remis à la disposition des chefs d'entreprise. Pour la Haute-Savoie, à ce jour, nous avons traité 150 dossiers au titre de la médiation du crédit. Dans un peu plus d'un cas sur deux, on arrive à trouver une solution favorable à l'entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut signaler, alors qu'habituellement, on en a 15 ou 10 par an. Donc ça vous montre un peu la nature de la déflagration. Ce que l'on peut dire également, c'est que les prévisions de la Banque de France qui avaient été faites fin juin prévoyaient une baisse du PIB de l'ordre de moins 10,3%. On les avait revues en septembre à moins 8,7%, puisque la reprise avait été assez rapide sur la période estivale, beaucoup plus rapide que l'on avait anticipé au départ. Naturellement, le nouvel épisode sanitaire va nous amener à revoir cette prévision, on va dire entre moins 9 et moins 10. Je ne me mouille pas trop, mais c'est un peu l'idée. Ça va dépendre aussi de ce qui s'est passé au cours du mois de novembre et de ce qui va se passer en décembre, naturellement. On est quand même sur une reprise qui, hormis le deuxième épisode sanitaire, était vraiment en forme d'aile d'oiseau, c'est-à-dire une remontée rapide. Et on estime qu'on va retrouver le niveau d'avant-crise, sans doute au niveau de mi- ou troisième trimestre 2022. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire. On avait interrogé quand même les chefs d'entreprise, puisque nous faisons des enquêtes de conjoncture mensuelles. Nous avions interrogé les chefs d'entreprise en septembre. Alors en septembre, effectivement, il y a eu d'autres épisodes par la suite, donc peut-être que ce que l'on peut ressortir de ce sondage n'est peut-être plus d'actualité, mais à l'époque, 50% des chefs d'entreprise interrogés, là je parle même de la région Aura, donc la Haute-Savoie était tout à fait dans cette tendance, estimaient qu'au cours de l'année 2020, ils auraient récupéré leur niveau d'avant-crise. Je ne vous cache pas qu'on va voir maintenant, les choses ont peut-être un peu changé, mais pour dire qu'il y avait un certain optimisme à la reprise de ce côté-là. Donc voilà quelques données pour vous dire quand même que toutes les mesures qui ont été prises rapidement ont permis à l'économie de reprendre assez rapidement par rapport au choc premier qui a été reçu. On vient de voir toutes les mesures d'aide publique qui ont pu être mises en place pour maintenir une activité quand c'était possible. Une des principales mesures qui a été mise en place par les entreprises au sein de leurs propres services, Roland Raymond, c'est le télétravail. Et vous êtes un spécialiste du télétravail, à la fois spécialiste du changement et spécialiste de l'informatisation des entreprises. Ça a été la solution miracle, entre guillemets, cette mise en place du télétravail? Bonjour d'abord. Disons que j'aurais tendance à dire que c'était plutôt une logique par défaut, contrairement à ce qui a pu se passer dans les années 80 ou 90. Moi, j'avais suivi la mise en place de centres de télétravail, notamment avec l'inauguration qu'il y avait eu à Villard-de-Lans en présence du ministre René Monory. Là, pour tout un ensemble de raisons, y compris de revitalisation des territoires ruraux, il y avait vraiment une politique, une stratégie alternative qui faisait suite à l'informatique, au projet d'informatisation de la société, etc. Là, disons que les choses se sont faites un peu dans l'urgence et dans la douleur, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un autre mode de fonctionnement sans que personne ne soit préparé à une telle massification du télétravail. Alors, il
faut être prudent parce que télétravail, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Ça peut recouvrir du travail en distanciel, ça peut recouvrir aussi le fait que des gens continuent à travailler chez eux après l'activité. Mais globalement, ce qu'on appelle le télétravail, hein, c'est cette activité qui normalement doit se faire en entreprise et dans le temps imparti, se fait au domicile. Voilà, c'est une tendance qui s'est imposée et par rapport auquel tout le monde n'était pas préparé et qui va générer, et qui génère encore aujourd'hui des souffrances, du mal-être, etc., etc. On constate déjà ça. Oui, alors il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres statistiques qui permettent encore de le démontrer, mais on a des remontées de terrain au niveau des entreprises, hein. Notamment la question de la perte du collectif, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve un petit peu isolé. C'est aussi le fait qu'on se retrouve il n'y a plus d'espace commun, hein. L'entreprise, c'est quand même un espace commun. La machine à café, c'est typique. Il y a aussi un temps commun qui est en perdition. Donc ça génère un certain nombre de souffrances, sachant que ça se télescope aussi avec une autre difficulté, qui est le fait qu'il faut arriver à tenir ensemble des activités qui sont familiales, privées, et puis des activités professionnelles. Donc techniquement, globalement, ça s'est bien passé, mais psychologiquement, professionnellement, c'est pas aussi simple. Alors oui, vous avez raison d'utiliser le mot techniquement, parce que ce qu'on peut constater, c'est que l'informatisation, le recours à de nombreuses techniques, ça ne permet pas de pallier à ces manques de collectifs. Ça peut poser aussi des problèmes sur la nature même du travail, parce qu'on sait qu'avec l'informatique, par exemple, l'informatique favorise une dispersion du travail, hein, c'est-à-dire à la fois on peut travailler sur d'écran, puis on va recevoir des SMS, on va recevoir des courriels par ailleurs, on est amené à faire plusieurs tâches en même temps, et puis c'est assez fatigant parce que d'une certaine façon, ça démultiplie la question de la concentration, puisqu'il faut être concentré, hein. Vous prenez, par exemple, vous faites un zoom, il faut regarder que tout le monde est toujours là, qu'il n'y a pas de problème au niveau du son, il faut vérifier qu'il y a des chats qui arrivent, etc., etc. Et par contre, ce n'est pas productif en termes d'attention. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins attentif finalement au cœur du travail, au cœur de l'activité, ce qui peut nous amener parfois à une espèce de fatigue, ce qu'on appelle aussi une fatigue de l'écran, hein, mais qui n'est pas uniquement liée au fait que vous avez physiquement devant vous un écran, mais que vous êtes obligé de suivre les choses à travers un écran. Nous, on va essayer d'être attentif au fond et concentré sur le chrono, c'est voilà. ça. J'allais ajouter avec la problématique qu'il y avait les enfants aussi, notamment sur le premier confinement avec la fermeture des écoles. Alors les acteurs socio-économiques qui sont organisés au mieux face à cette situation inédite, la société aussi qui s'est adaptée. Comme tout à chacun, le comportement individuel a aussi été interrogé, mis au défi. Oui, et vous commenciez à en parler, Roland Raymond. Comment les salariés ont vécu ça de l'intérieur, c'est vraiment pas simple à gérer. Il y a un devoir vis-à-vis de l'entreprise, et il y a comment on le vit, et il y a tout ce côté interaction collective qui s'évapore finalement. Oui, c'est ça. Alors, sans doute que ça exacerbe encore une forme d'individualisation du travail, de sorte que il faut être en permanence dans une espèce d'auto-gestion, d'auto-administration, d'auto-organisation des choses. Et alors, vous avez raison de le préciser, c'était encore plus difficile lors du premier confinement parce que du coup, les écoles étaient fermées. Mais là encore, c'est pas simple parce qu'on peut avoir plusieurs personnes de la même famille qui est en télétravail. Il y a aussi, malgré tout, les enfants qui sont pas très loin. Et la difficulté, c'est justement d'arriver à se constituer une niche dans laquelle on puisse travailler. Donc on y reviendra, hein, mais là, par exemple, il y a une forte attention qui est portée à l'habiter, ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce que on pourrait se dire, mais pourquoi ça arrive maintenant? On voit bien l'explosion de l'activité des architectes d'intérieur, l'explosion du chiffre d'affaires des entreprises de bricolage. Bon, tout ça atteste du fait que les gens ont réinvesti autrement, mais l'habiter, mais en même temps, en étant obligés de reconfigurer un peu les relations à l'intérieur de la sphère familiale, mais tout en étant dans ce qu'on appelle une espèce de confronté à ce qu'on appelle une eximité, hein, c'est-à-dire que l'extérieur vient bouleverser, modifier, transformer en permanence ce qui se joue dans une sphère intime.
ce que vous nous disiez en préparant l'émission, c'est que globalement, Rapidement. il faut que ça soit pensé, il faut que tout ça soit pensé au niveau global. Il ne faut plus qu'il y ait d'impensé. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, employeurs et salariés, à comment mettre ça en place. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est un peu ces impensés. Ces impensés sont présents. Ils ne sont la faute de personne. C'est précisément parce que c'est une solution. C'est une situation qui s'est imposée par défaut, qui s'est brutalement imposée et par rapport auquel on n'était pas forcément préparé, quoi. Allez, je me retourne vers vous, Lionel Brunet. Est-ce qu'au niveau consommation, cette crise a changé quelque chose? En tout cas, elle a changé quelque chose au niveau non-consommation, parce que les Français et les Hauts-Savoyards ont beaucoup plus mis d'argent de côté parce qu'ils ont beaucoup moins dépensé dans les magasins fermés. C'est clair. En tout cas, ce qu'on a pu mettre en évidence, et ce qui a été chiffré, c'est que la crise sanitaire jusqu'au début de l'été a entraîné une forte augmentation de l'épargne des particuliers sur tout le territoire national, puisqu'on a atteint 100 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre. Alors, certaines, effectivement, parfois, c'était de la consommation non faite, faute de combattants, j'allais dire. Mais c'est parfois aussi une attitude vis-à-vis de confiance en l'avenir, etc. Donc, il y a les deux mécanismes qui jouent. Quoi qu'il en soit, il est clair que le moyen, la rapidité avec laquelle l'épargne constituée va se déverser dans le système économique est un des clés de succès aussi, à la fois de la croissance à venir et à la fois aussi de la réussite du plan de relance. C'est-à-dire que voilà, cette épargne, il va bien falloir à un moment donné, sans doute, qu'elle parte dans l'économie à un moment ou à un autre. Et donc c'est tout l'enjeu de comment faire pour que cette épargne excédentaire, entre guillemets, revienne dans l'économie. En termes de consommation, ce que l'on peut constater quand même, quand on regarde les paiements faits par carte bleue, c'est qu'à partir de la première semaine de juillet, on a retrouvé des taux de consommation à peu près adaptés ou légèrement supérieurs à la tendance longue période. Donc pendant l'été, la croissance a repris de la consommation, voilà. Mais toujours avec cet élément en tête que globalement l'épargne a beaucoup augmenté. Je donnerai un autre indicateur aussi qui est intéressant puisque la Banque de France est aussi un acteur dans ce domaine-là. Nous traitons les situations de surendettement des particuliers. Il faut savoir que sur la Haute-Savoie, mais la Haute-Savoie n'est pas atypique non plus du reste de la France, mais sur la Haute-Savoie en tout cas, quand on prend les 10 premiers mois 2020 que l'on compare aux 10 premiers mois 2019, nous avons une baisse de 30% des dossiers déposés à nos guichets, alors que nous avons été ouverts aussi pendant les périodes de confinement pour que les gens viennent déposer les dossiers. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, au moment où je vous parle, sans préjuger de l'avenir, en tout cas, cet indicateur-là est relativement bien maîtrisé. Il n'y a pas de dégradation de la situation des ménages sur ce thème-là. D'un point de vue sanitaire, Luc Rollet, est-ce que le public s'est adapté à vivre avec le virus? Est-ce que globalement les choses rentrent plus globalement dans l'ordre? Est-ce qu'on peut s'habituer à un système comme ça, à un phénomène de ce type? Alors s'habituer, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, ce qu'on constate, c'est qu'une fois de plus, au niveau régional, en première vague, nous avons su accueillir environ 3000 patients, alors qu'en deuxième vague, c'était 7000 personnes qu'il fallait accueillir, et nous les avons accueillis sans heurts et sans difficulté, si ce n'est une tension et une pression forte, c'est évident. Aujourd'hui, les chiffres sont à la baisse, on le constate. Toutefois, il faut bien être conscient que les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, le monde libéral sont encore sous pression, puisque nous le savons tous, il y a un décalage dans le temps lié à cette crise. Et par conséquent, il ne faut absolument pas relâcher les efforts qui sont les nôtres. Il faut rester très vigilant et conscient que tout cela peut repartir. Nous savons, et nous l'avons analysé, les Français, et notamment les Hauts-Savoyards, ont su respecter les mesures barrières. Toutefois, ce que nous constatons, autant l'assurance maladie que nous-mêmes au sein de l'Agence régionale de santé, les facteurs aggravants sont des réunions familiales importantes, sans masque bien évidemment, mais aussi les repas pris en commun au sein des entreprises qui, pendant toute la journée, vont porter le masque, notamment dans les bureaux. Et puis au moment du café, on parlait du télétravail, mais pour les personnes qui sont en présentiel, le moment du café, le moment du repas peuvent être vraiment une grande difficulté. Et puis on a un état psychologique des soignants qui est aujourd'hui à vraiment avoir à l'œil, c'est le cas de le dire. Donc tout ce que je peux dire en conclusion de tout ça, c'est qu'il faut maintenir cet effort, un effort de toutes et de tous. Et puis il serait vraiment dommage qu'à l'issue des fêtes, on constate qu'on a peut-être à nouveau une remontée des signaux faibles de cette maladie, et surtout qu'on se rendra compte qu'on a peut-être contaminé notre propre famille. Par conséquent, il faut vraiment être conscient de ce danger-là. Voilà.
J'aborde le sujet qui fait actualité, puisque vous parlez des fêtes. Il y a la question des stations qui interroge le comportement individuel, parce que là, à l'approche des fêtes et des vacances de Noël, beaucoup de gens ont envie d'aller faire du ski, beaucoup de gens ont envie de travailler dans les remontées. Vous êtes monté au créneau à plusieurs reprises là-dessus, Christian Monteil. Oui. En 30 secondes, cependant, un petit mot sur les personnels du département qui ont vécu cette crise avec les inquiétudes qui étaient les nôtres, qui ont été demandeurs de protection pour eux, mais également pour les publics, je l'évoquais il y a quelques instants. Ce télétravail qu'on vient d'évoquer, forme de laboratoire duquel nous allons extraire un retour d'expérience pour construire à l'avenir la norme du télétravail pensée pour tout le monde. Mais il faut vous dire que j'ai un certain nombre de personnes qui demandent du télétravail et j'ai un certain nombre de personnes qui le refusent. Je veux rester à mon poste avec mes collègues, protégez-nous les uns des autres, mais ne nous renvoyez pas à la maison. C'est un vrai sujet de société qu'on devra partager. Oui, le département de Haute-Savoie, en relation avec le département de la Savoie, de l'Isère et avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, est monté au créneau sur le fonctionnement des stations. On a eu quelques difficultés, quelques déclarations du Premier ministre, du Président de la République, et nous n'avons pas obtenu les réponses que nous souhaitions. Pour ma part, en tant que président du département de Haute-Savoie, je considère que les stations sont essentiellement des stations villages. Nous y vivons, nous y travaillons, nous y habitons avec nos voisins, avec le boulanger, avec le mécanicien, avec le maçon et avec les gens qui viennent faire du ski une fois par an pendant une période donnée. La plupart de ces stations sont munies de remontées mécaniques qui ont été déclarées fermées. Toutes les remontées mécaniques fermées, nous ne comprenons pas que l'on puisse les traiter de la même façon. Il y a des remontées de mécaniques aériennes, des tire-fesses. A priori, c'est une personne et pas deux. Les remontées aériennes sont à étudier également. Il doit y avoir des protocoles possibles. Et comme nous n'avons pas de réponse, comme la saison de Noël est complètement plombée, pardonnez-moi l'expression, dans ces stations, nous avons envie d'arracher quelque chose pour qu'on continue à survivre en respect du Crollet, en respect, avec le plus grand respect de ces deux courbes qui sont la courbe des hospitalisations et la courbe de personnes en réanimation. Nous ne sommes pas inconscients. Nous avons un grand respect pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Il nous semble qu'un réglage peut être fait. Et de la même façon qu'on a remis en question la fréquentation des lieux de culte sur le principe qu'on ne peut pas avoir la même réglementation pour une chapelle dans un village et pour une cathédrale, nous demandons à ce que le Conseil d'État nous éclaire pour savoir si on peut discuter ou pas dans les jours qui viennent avec le Premier ministre. Le rendez-vous est pris le 10 décembre prochain sur un dispositif qui sera un peu moins vertical, avec la volonté et l'envie de discuter avec les préfets, par exemple, de ce sujet. Voilà, donc nous sommes ouverts. Ce n'est pas une rébellion. Je ne vais pas manifester dans la rue, mais je considère qu'il y a une procédure qui nous permettra peut-être d'avoir une éclaircie. Les professionnels s'en chargent. Il y a pas mal de manifestations en ce moment dans les stations. Il y aura forcément dans tous les secteurs un avant et un après Covid. Alors à quoi ressemblera la société de demain? La population sera-t-elle marquée à long terme par ces mois de crise? C'est effectivement une question que l'on peut se poser, même si c'est encore tôt. Là, on est début décembre. La tension existe encore, hein, vous l'avez dit, Luc Rollet, chez les soignants et les hôpitaux. Est-ce que déjà, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais on peut déjà tirer quelques leçons de ces 10 mois? Des leçons, je crois que c'est une forte adaptation et je crois que dans les pires scénarios d'exercice, on n'aurait jamais imaginé une telle situation. Ce que je peux en tirer moi pour la Haute-Savoie vraiment, c'est l'effort de chacun, c'est la coordination, c'est un pilotage qui nous a permis aussi dans la communication, grâce aux services de l'État, la préfecture a été très présente à nos côtés également, et l'agence régionale de santé a joué un rôle qui s'est révélé difficile, c'est vrai, mais moins difficile que tous nos soignants qui ont été confrontés quand même à cette situation à laquelle personne ne s'attendait. Et puis, il faut penser aussi aux malades, et il faut penser à toutes ces personnes qui sont encore en souffrance aujourd'hui. Par conséquent, pensons à un vaccin qui arrivera bientôt, parce que je crois que la seule porte aujourd'hui et la seule issue, c'est vraiment une vaccination massive,
parce que cette vaccination aidera justement à éviter que au moins les personnes sensibles ne soient à nouveau touchées, parce qu'on l'a trop constaté, et vous avez tout à l'heure souligné le nombre de décès, mais aussi les gens qui souffrent encore dans leur chair, quelques mois plus tard, quelques mois après avoir contracté ce virus, qui souffrent encore dans leur chair. Donc vraiment, je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la vaccination. Il faut en parler, il faut la décrire, il faut rassurer la population, mais en tout état de cause, c'est le véritable outil de demain. Est-ce qu'on est mieux armé, à votre avis, pour une troisième vague, pour une autre crise de ce type ? Alors, vraisemblablement, vous portez un masque et moi aussi aujourd'hui. Je crois que la population, aujourd'hui, on voyait la population asiatique souvent porter des masques. Nous n'y étions pas du tout habitués. Je crois que la grippe, et vous le constatez, on ne parle pas beaucoup de la grippe aujourd'hui. Et oui, et je me souviens d'un médecin avec vous, madame, qui nous disait « Ah, la grippe va souffrir cette année parce que le port du masque va l'empêcher d'arriver. » Je ne sais pas, elle arrivera certainement. Mais en tout état de cause, voilà. Je crois que la population a pris conscience, mais nous-mêmes, professionnels également, de l'effet d'une telle crise et puis des outils qu'il nous faut mettre en place pour y résister et pour passer, malheureusement, peut-être une troisième vague. Je ne l'espère pas, parce que justement, si la vaccination est mise en place et si les gestes barrières sont maintenus pendant cette période de Noël et de Jour de l'An, je pense qu'on évitera une troisième vague. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Et du point de vue économique, Lionel Brunet, est-ce qu'on est mieux armé à l'issue de ces 2 confinements, de la mise en place de tous ces dispositifs ? Alors, je dirais que les entreprises et le monde économique a fait preuve d'adaptabilité. On le voit avec le deuxième confinement, j'aimerais dire le second confinement, donc on va dire le second confinement par optimisme. Les entreprises avaient des protocoles sanitaires en vigueur dans leurs entreprises. Il y avait des retours d'expérience qui avaient été faits. Donc, pour celles, naturellement, qui administrativement peuvent fonctionner, je ne parle pas, hélas, de celles qui ne peuvent pas fonctionner, mais pour celles qui administrativement peuvent fonctionner, le coût du deuxième confinement est moindre que le premier, parce qu'il y a eu un effet d'apprentissage. Et on voit que dès lors que les équipes étaient en nombre suffisant, dès lors qu'il n'y avait pas trop d'absentisme lié justement d'ailleurs au cas contact ou au cas Covid ou aux autres maladies saisonnières, les entreprises ont pu assez bien fonctionner sur ce deuxième confinement. Après, on voit certaines adaptations qui vont peut-être durer. Hein. On voit que dans les métiers tertiaires ou dans les métiers support d'industrie, le télétravail, on l'a dit beaucoup, s'est développé, alors subi ou pas, subi ou volontaire. Donc à la rigueur, ça pose aussi des vraies réflexions pour les chefs d'entreprise à l'avenir. Si je suis chef d'entreprise, que je dois construire un nouveau siège social demain, j'ai 100 salariés, est-ce que je vais le construire de la même manière aujourd'hui que je l'aurais fait avant la crise ? C'est une vraie question. Il peut y avoir d'autres choses qui changent aussi dans le milieu économique, c'est le tourisme d'affaires. On a tous pratiqué Skype, Zoom, avec plus ou moins de succès. Et ça ne s'adapte pas à toutes, je suis d'accord que ça ne s'adapte pas forcément à tous les types de configurations de réunions. Mais entre aller faire une réunion de 3 heures à Paris avec, vous savez, le trajet qu'il faut, et effectivement partir la veille, revenir le lendemain parfois, et puis faire cette réunion en direct, même si ce n'est pas les mêmes avantages, il peut y avoir sur le tourisme d'affaires aussi certaines choses qui peuvent évoluer par rapport à ça. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour avoir une vision sur l'évolution de ce type de comportement. Roland Raymond, rapidement, on a commencé à l'évoquer. Comment vous voyez la suite, et notamment à ce niveau-là, au niveau du distanciel, du télétravail ? Votre mot d'ordre à vous, c'est ne pas rester dans l'impensé, conscientiser la chose, en parler et mettre en place les mesures. C'est ça l'idée. Oui, je crois qu'il est important qu'on ne soit pas strictement dans le niveau d'organisation un peu théorique du travail. Parce qu'il est important de penser les choses telles que les gens peuvent être amenés à les subir, à les vivre et à les déployer. Alors après, je pense que le président Montel a raison, il peut y avoir plusieurs tendances dans les mois qui viennent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plébisciter fortement le télétravail, et des entreprises aussi, d'autres pas. Bon. En tous les cas, ce qui me semble, c'est qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que dans les structures qui ont privilégié le télétravail, en fait, on a beaucoup attendu que ce soit les collaborateurs, les salariés qui règlent d'eux-mêmes leurs problèmes d'autogestion, d'organisation, etc., etc. Et là, il y a effectivement un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'il me semble très important qu'aujourd'hui, cette question de l'organisation du télétravail, elle soit pensée d'une manière collective. C'est-à-dire qu'effectivement, si on décide de jouer sur des espaces à distance, en même temps, il faut qu'il y ait vraiment une organisation qui soit prise à l'échelle de l'entreprise, qui soit collectivement assumée pour que
la responsabilité ne relève pas uniquement du télétravailleur. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est important, c'est que je crois qu'il faut remettre un peu du collectif, un peu remettre du sens commun, voire du bien commun. Et peut-être qu'on parle beaucoup de ces situations de la machine à café. Hein. On sait très bien que c'est parfois le lieu complètement informel où il y a des idées de génie qui arrivent. C'est pas si anecdotique. C'est assez bon. Et il y a une entreprise comme Orange, par exemple, qui essaie de développer justement ce temps-là de manière virtuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des temps de café virtuels. Bon, c'est anecdotique, mais ça donne l'esprit. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer, à terme, de redonner cette dimension commune, cette dimension collective à l'échelle du télétravailleur. Et dernière chose, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je pense que, puisqu'il y a une espèce de collusion entre le domaine privé et le domaine public, je pense qu'il est important aussi que, y compris les entreprises, prennent en compte ce qui est en train de se jouer au niveau de l'habitat, au niveau de l'habité, pour que les choses puissent, encore une fois, être améliorées autant que possible. Il y a un avant et un après aussi dans les politiques départementales, c'est-à-dire est-ce que cette crise va modifier durablement les compétences peut-être, ou en tout cas les politiques volontaristes du département de la Haute-Savoie? Bien, le conseil départemental s'apprête à voter son budget sous 48 heures, un petit peu plus. Nous avons appris lors de cette crise tous ensemble que la mobilisation était possible. Nous avons appris que nous pouvions oublier nos différences lorsque le péril était à notre porte. Nous avons appris que nous avions besoin de communiquer encore plus. Nous avons appris que nous avons besoin de pédagogie ensemble. Le département de Haute-Savoie, le conseil départemental qui se veut solidaire et responsable, poursuivra sur ses traces. C'est une institution de proximité et pour moi c'est presque un révélateur, une révélation, c'est que l'échelon départemental où nous nous connaissons, où nous pouvons échanger, où nous rencontrons régulièrement les uns et les autres, cet échelon, c'est celui où peuvent éclore toutes les questions autour de cette difficulté. Les solutions ne sont pas uniquement à l'échelon départemental. Nous avons besoin de l'État, nous avons besoin de la région et de toutes les participations possibles de l'économie, des milieux associatifs, etc. Mais pour moi, c'est quasiment une révélation. Cette instance du département, je la défends et je considère que c'est là où se résolvent la plupart de nos équations. Nous devrons être précautionneux, nous sommes des latins. Nous parlons avec nos mains, nous avons envie de nous embrasser, de nous prendre dans les bras pour les fêtes de Noël ou le soir quand on rentre dans notre famille. On a perdu ces habitudes. Je crois qu'il faut garder ces précautions si nous voulons continuer à vivre ensemble dans de meilleures conditions. Dans tous les cas, le rendez-vous est pris. Un budget pour 2021 est programmé. Nous y avons intégré, Luc Rollet, l'accompagnement de l'ARS et de l'État s'il faut monter au créneau. Toujours tous sur le pont pour la phase de vaccination. J'y crois personnellement et nous saurons nous retrouver pour ce sujet-là et pour d'autres si certains arrivaient à surgir. Maintenant, s'il fallait dire simplement un mot, et je n'ai pas la prétention de conclure, mais j'ai envie de rester optimiste. Optimiste, on a été capable de se mobiliser, de travailler ensemble, de donner du sens à notre action. Aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent pour travailler. C'est quand même formidable. On manifeste pour avoir du travail dans ce territoire. Soyons optimistes. La Haute-Savoie a un développement qui est extrêmement important. On l'a vu dans la présentation de l'Observatoire. Cet Observatoire, il est fait pour porter à connaissance, pour donner toutes ces informations qui étaient protégées à une époque, qui étaient jalousement classées dans des dossiers confidentiels. Non, on a envie de faire connaître à tout le monde nos forces, nos faiblesses, et de trouver la solidarité nécessaire pour continuer à avancer. Puis un mot très rapide, parce qu'on sait que c'est un thème qui vous est cher. Cette crise, elle a des ramifications dans ses conséquences à tous les niveaux, sanitaires, économiques, social, environnemental, etc. Vous revendiquez depuis 2016 et sa suppression la clause de compétence générale du département. Aujourd'hui, le département n'a pas le droit de s'occuper de tout ce qu'il veut, et pourtant, vous dites que c'est un échelon essentiel. Plus que jamais, pour vous, cette clause de compétence générale, vous la revendiquez ? On la revendique, on veut s'évader de la loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République. On veut s'évader de cette loi. C'est la demande générale des départements dans le pays. Certains auront plus de facilité financière à intervenir que d'autres.
Nous avons une capacité encore à agir en Haute-Savoie qui repose sur l'économie, sur le développement, sur la productivité des territoires. Et nous aimerions la renvoyer davantage encore vers l'entreprise, vers l'économie, vers la recherche, vers l'innovation, vers la Haute-Savoie de demain. Vouloir s'évader après 2 confinements, on vous comprend d'autant mieux, Christian Monteil. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les données et infos qu'on a pu évoquer au cours de cette émission dans l'Observatoire qui est en ligne sur le site hautesavoie.fr/observatoire. C'est la fin de cette émission. Un grand merci aux équipes qui ont aidé à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Eric de m'avoir accompagné. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.